Depuis la chute du mur de Berlin et puis du bloc de l'Est en général, le discours sur la RDA s'est réduit à une position. La RDA est un pays de répression extrême, d'oppression, de surveillance massive par une police secrète se permettant tout. L'image de la RDA comme un état policier, le fameux Stasi State, est l'image dominante transmise par les médias de propagande occidentaux, ce jusqu'à complètement éclipser tout le reste. Avec ces méthodes, le bloc de l'Ouest impérialiste ayant réussi à s'imposer comme puissance impérialiste hégémonique mondiale, a su nier cette époque en la réduisant à un état totalitaire comme son prédécesseur. Les programmes éducatifs allemands parlent d'ailleurs des deux dictatures d'Allemagne, la RDA et le Troisième Reich, en nourrissant le mythe anticommuniste renvoyant nazisme et socialisme dos à dos comme deux faces d'une même pièce en réhabilitant subtilement le fascisme inhérent au capitalisme dirigeant notre beau pays. Tel est le fonctionnement de cette propagande. Cependant, pratiquement aucune attention n'est prêtée au reste de l'histoire socialiste allemande. La propagande ne parle pas que pendant que les cadres de son gouvernement soutenaient une coalition avec les nazis, le seul parti à s'opposer au régime, c'était le parti communiste. C'était le seul à s'opposer au régime coupable de 6 millions de morts juifs, dans le pire génocide de l'histoire sur le continent européen, et au massacre de plus de 18 millions de citoyens soviétiques, russes, ukrainiens, kazakhs, ainsi que de nombreuses populations slaves dont le destin se résumait à 2 dates inscrites sur une pierre tombale. Il ne parle pas non plus de tous les accomplissements de l'Allemagne de l'Est, des conditions qui ont mené à son effondrement et des raisons objectives des répressions, car comprendre la situation, ça pourrait mener à un renouveau des intérêts politiques vers les idées marxistes-léninistes, chose que l'impérialisme redoute le plus au monde. Au-delà de tous les massacres, guerres mondiales, invasions étrangères et génocides, la fin de son règne. Cette propagande, dans sa nature bourgeoise, fasciste et réactionnaire, ne fait que de piètres tentatives de nier la lutte des classes. Cependant, comme n'importe quelle loi objective qui régit notre monde, la lutte des classes ne peut être évitée et la bourgeoisie s'en mordra les dents encore et encore jusqu'à la défaite totale. Cette propagande est le symptôme d'un refus du progrès, un refus de l'évolution, un conservatisme bourgeois. Les révolutionnaires n'attendront pas d'autorisation de la part des grands médias contrôlés par la même poignée de milliardaires coupables des pires crimes génocidaires et famines de génération en génération depuis une centaine d'années. Les révolutionnaires cherchent et trouvent la vérité. Alors faisons fi de tous ces titres bourgeois qui ne veulent que vous attacher à leur machine infernale, prêts à s'enfuir en parachute doré dès que son œuvre affichera une fois supplémentaire son inefficience. Et préparons le futur en étudiant le passé, en nous posant cette question: la RDA, paradis socialiste ou État Stasi? Bien sûr, comme dans toute société, il y avait en RDA des opposants, des indifférents et des partisans du système. Cependant, seuls les opposants et les dissidents bénéficièrent de visibilité chez nous. L'appareil de sécurité de l'État, la Stasi, a souvent été décrit comme central au système socialiste. Beaucoup d'anciens citoyens de la RDA trouvent ce récit biaisé, estimant qu'ils minimisent leur vie en RDA et tout ce que le pays contenait. La RDA était bien plus complexe que ce qu'on lit souvent dans les médias, avec des réalisations notables malgré un départ difficile en 1945, et l'objectivité nous demande d'analyser tout cela. Dans un an, nous fêterons le 80e anniversaire de l'événement le plus important du siècle dernier, la Grande Guerre antifasciste contre les génocides et les atrocités des impérialismes décomplexés de l'Axe. À la suite de ce second exemple de pourquoi le capitalisme ne marche pas, l'Allemagne s'est retrouvée scindée en différentes zones d'occupation divisées entre les 4 puissances vainqueurs: l'Union soviétique, la France, les Royaumes-Unis et les États-Unis d'Amérique. La grande majorité de l'Allemagne était dans les mains d'un seul et même camp, celui de l'impérialisme hégémonique de l'Occident, centralisé autour de Washington.
Le peuple allemand, lui, traumatisé par la guerre et par l'exploitation brutale du capitalisme fasciste nazi, réalisait seulement l'ampleur de l'horreur du régime duquel il sortait. C'est au milieu des décombres que la réflexion sur ce qui venait de se passer commença. Comme en Grande-Bretagne, la majorité de la population allemande, fatiguée par la guerre et par les injustices du passé, aspirait à une société plus juste et équitable. Dans les 4 zones occupées de l'Allemagne, il y avait une forte demande d'expropriation des grandes banques, des services publics et des industriels ayant soutenu les nazis, ainsi que d'une véritable dénazification et de réformes démocratiques. Ces demandes étaient soutenues par l'ensemble du spectre politique, pas seulement par les partis de gauche. En 1946, des référendums ont eu lieu en Saxe, la zone soviétique, et en Hesse, la zone américaine. En Saxe, plus de 77% des électeurs ont approuvé l'expropriation des grands propriétaires fonciers et industriels liés aux nazis en faveur de la propriété publique. En Hesse, 2 référendums ont été tenus sur une nouvelle constitution, avec l'article 41 proposant la nationalisation des industries et banques essentielles. 62% ont voté pour, et un second vote organisé par les autorités américaines qui espéraient profondément un rejet a vu 72% de soutien. L'article 41 prévoyait la mise sous contrôle public des industries minières, sidérurgiques, énergétiques, de chemin de fer, ainsi que la réglementation des grandes banques et compagnies d'assurance. Contrairement à ce qui s'est passé dans la zone soviétique, les forces d'occupation occidentales ont choisi d'ignorer ces demandes, portées par une majorité écrasante. Des référendums similaires ont également été organisés à Berlin et en Rhénanie du Nord-Westphalie, dans la zone britannique, qui ont également donné une majorité en faveur de l'expropriation. Cependant, comme avec les Américains, avec le début immédiat de la guerre froide et la crainte de l'Occident de la propagation des pensées socialistes, ces décisions démocratiques ont été rejetées par les puissances d'occupation occidentales. Et ce n'était que l'avant-goût pour le peuple allemand d'à quoi le régime allait ressembler pour le siècle à venir. Un État bourgeois, aux actions dictées par les intérêts des grands propriétaires capitalistes allemands et américains. Quelques semaines après la fin de la guerre, les forces d'occupation soviétiques encouragèrent la réinstallation des syndicats, des organisations culturelles et des partis politiques. Dès juillet 1945, une ligue culturelle pour le renouveau démocratique de l'Allemagne fut créée dans le secteur soviétique. Pour ouvrir les théâtres, salles de concert, cinéma et promouvoir l'héritage culturel démocratique comme antidote à la déculturalisation fasciste et à la xénophobie d'Hitler. Dans le secteur américain, la création de partis politiques et de syndicats ne fut autorisée qu'après 3 mois, par crainte d'une domination des communistes, prenant également les organisations culturelles. Dans la zone soviétique, future RDA, l'objectif était d'éliminer l'idéologie nazie et d'écarter les criminels de guerre, conformément à l'accord de Potsdam de 1945. Beaucoup de nazis impliqués dans les atrocités contre la Russie et vers l'Europe de l'Est fuirent à l'ouest pour échapper à la justice, y menant alors une vie tranquille. A l'instar de la Corée du Nord, la RDA a été créée presque par accident. En octobre 1949, à partir de l'ancienne zone d'occupation soviétique en Allemagne, elle est née en réaction à l'introduction d'une monnaie distincte dans les secteurs occidentaux, suivie de la formation de la République fédérale en septembre. Un fait historique souvent oublié est que l'introduction surprise d'une nouvelle monnaie par les alliés occidentaux dans leurs 3 zones et à Berlin-Ouest a poussé effectivement l'Union soviétique à fermer les voies de transit vers Berlin-Ouest, qui était en fait une enclave au milieu de la zone soviétique. L'ancienne monnaie devenue superflue aurait déstabilisé l'économie de l'Est. Cette action unilatérale a directement conduit au blocus soviétique et au pont aérien de Berlin qui en a résulté. Même après sa création, l'Union soviétique a considéré la création de la RDA comme une mesure temporaire, la réunification étant toujours l'objectif logique. Elle a effectivement présenté des propositions d'unification en 1952, mais elle a reçu un non catégorique de la part du chancelier ouest-allemand Konrad Adenauer, qui est un opposant catégorique à l'unification. Dans toutes les circonstances autres que celles d'un système capitaliste, il refuserait l'unification. Il a déclaré, dans une déclaration célèbre, qu'il préférait avoir pleinement la moitié de l'Allemagne que partiellement toute l'Allemagne. Il déclarera, en 1954, le meilleur moyen de reconquérir l'Est de l'Allemagne est le réarmement. Alors secrètement, l'Allemagne de l'Ouest a été réarmée avec l'aide des États-Unis d'Amérique. La zone d'occupation soviétique ne représentait qu'un tiers de l'Allemagne, et c'est ce tiers qui devient la RDA. Les politiques de cet État furent dictées par une combinaison de circonstances étroitement liées à celles de l'URSS, son protecteur.
Sa position géographique sur la ligne de front de la guerre froide influença également son histoire. L'Allemagne de l'Est commença avec un grand désavantage par rapport à l'Ouest. En 1945, la population allemande craignait la Bête bolchevique, symbolisée par une horde asiatique inculte, contrairement aux alliés occidentaux perçus comme appartenant à la race aryenne. De nombreux Allemands fuirent vers l'Ouest, et ceux qui restèrent devaient surmonter cette peur et cette haine avant de pouvoir construire une nouvelle Allemagne. L'Est était considérablement plus pauvre que son homologue occidental, qui était lui beaucoup plus vaste. Avec peu d'industries lourdes et peu de ressources minérales, à la fin de la guerre, c'était un territoire en ruine. Les villes et les villages avaient encore plus été dévastés à l'est qu'à l'ouest. Des dizaines de milliers de personnes étaient sans abri et les autorités devaient faire face aux milliers de réfugiés des territoires plus à l'est qui étaient désormais sous juridiction polonaise ou tchèque. La plupart des usines avaient également été bombardées et gravement endommagées. L'Allemagne de l'Est s'est également retrouvée largement séparée de son marché traditionnel de l'Allemagne de l'Ouest. Elle était très dépendante du commerce intra-allemand. De nombreuses matières premières et métaux venaient de l'Ouest, et sa dépendance au commerce intra-allemand a été manipulée pendant la guerre froide dans le but d'étouffer la relance économique de la RDA. Par exemple, à titre d'exemple, en 1951, ce commerce s'élevait à 200 millions de marks allemands, mais en 1952, ce chiffre était tombé à seulement 9 millions. Alors que de larges sommes du plan Marshall étaient investies en Allemagne de l'Ouest, l'Union soviétique n'a non seulement investi absolument rien dans la zone d'occupation, mais démantela une grande quantité des infrastructures pour les utiliser comme réparation de guerre. Plus de 2000 usines, représentant 30% de la capacité industrielle de 1944, furent transportées en Union soviétique, contre seulement 3% dans les zones occidentales. Près de 12 000 km de voies ferrées furent également enlevées. En comparaison, la RDA a payé beaucoup plus de réparations de guerre que la RFA, avec 1349 Reichsmarks par habitant, contre seulement 23 en RFA. L'historien Arno Peters a noté que 98% des réparations ont été payées par l'Allemagne de l'Est. Après le soulèvement de juin 1953 en RDA, l'Union soviétique a restitué des usines et fourni un soutien économique à la RDA. Les différences se veulent aussi au niveau des politiques. Les dirigeants de la RDA, d'après-guerre, avaient souvent activement résisté au régime nazi, passant des années en camp de concentration, en prison ou en exil, notamment en Union soviétique, en France et en Grande-Bretagne, ainsi qu'au Mexique ou aux États-Unis. Beaucoup étaient juifs, contrastant fortement avec l'Allemagne de l'Ouest. Ces exilés voulaient construire une Allemagne démocratique et antifasciste. Malgré des défis, ils ont réussi à éradiquer le fascisme et à tenter de créer une société alternative. En Allemagne de l'Ouest, Konrad Adenauer, premier chancelier d'après-guerre, était un conservateur catholique qui avait proposé avant la guerre une coalition avec les nazis comme dit précédemment. Son gouvernement comptait de nombreux anciens nazis, dont Hans Koeppelk, désolé pour la prononciation, conseiller personnel qui avait aidé à mettre en œuvre les lois raciales nazies, Ludwig Erhard, considéré comme l'architecte du miracle économique d'Ouest allemand, avec des liens avec les organisations nazies, tout comme Kurt Kissinger, chancelier en 1966, ancien membre du parti nazi et impliqué dans la propagande nazie. Heinrich Lübke, président de la RFA, était lié à des projets de camps de concentration et à l'utilisation de travail forcé. Hans Piedel et Reinhard Kehlen, respectivement commandants des forces alliées et chefs du renseignement ouest-allemand, avaient des passés militaires nazis. Il a fallu attendre l'arrivée de Willy Brandt en 1969 pour qu'un véritable antifasciste dirige l'Allemagne de l'Ouest, amorçant un rapprochement avec la RDA. En fait, la dénazification, c'est quelque chose qui, généralement, dans le bloc de l'Ouest, a été largement ignoré, contrairement à l'Union soviétique. On pourrait lier ça par rapport au fait que c'est principalement le bloc de l'Est et l'Union soviétique qui avait une forte rancœur vis-à-vis des nazis, et du coup, c'était beaucoup plus logique que eux soient extrêmement sévères vis-à-vis des anciens nazis, et que le bloc de l'Ouest, lui, s'en fout un peu, puisque l'objectif principal, c'est de lutter contre le communisme. Jusqu'aux années 1960, de nombreux anciens nazis occupaient des postes clés en Allemagne de l'Ouest, y compris 21 secrétaires d'État, 100 généraux et amiraux, et des centaines de juges, de diplomates. La dénazification en RFA était superficielle, contrastant avec un véritable processus en RDA.
Beaucoup d'anciens nazis reprirent leurs fonctions après la guerre, sous pression internationale notamment de la RDA, certains procès eurent lieu, mais peu de responsables furent réellement jugés. La priorité des États-Unis étant de lutter contre le communisme, comme je viens de le dire. Des personnalités antifascistes comme Bertolt Brecht et Thomas Mann furent ostracisés, accusés d'avoir trahi l'esprit allemand. En 1951, une loi spéciale a été adoptée par l'Allemagne de l'Ouest, permettant à presque tous les anciens nazis de réintégrer le service public, mettant ainsi fin à la dénazification. Cependant, la persécution des communistes s'est intensifiée, avec environ 250 000 enquêtes judiciaires et 10 000 emprisonnements. Des manifestations contre la remilitarisation, comme celle de mai 52 à Essen, furent violemment réprimées. La RFA ne reconnaissait pas officiellement les frontières d'après-guerre, qualifiant la RDA de Mitteldeutschland et soutenant les revendications associant de la Landschaften, que je n'arrive pas à prononcer, pour le retour des territoires perdus à l'Est, donc les territoires polonais, etc. Ceux qui sont revenus en Allemagne de l'Est après la guerre, dont beaucoup avaient souffert en exil ou dans les camps de concentration, étaient des idéalistes manquant d'expérience gouvernementale. Ils visaient à construire une Allemagne différente et non nécessairement un État séparé. Cependant, la rapide reprise économique de l'Allemagne de l'Ouest, grâce aux investissements américains, a créé un fossé économique. La RDA a fait face à une fuite de cerveau par la frontière ouverte de Berlin, beaucoup se déplaçant vers l'Ouest pour de meilleures opportunités d'emploi et de vie. En 1961, plus de 2,5 millions de personnes avaient quitté la RDA. La construction du mur de Berlin en 1961 visait principalement à stopper cet exode et à stabiliser l'économie. Au cours des 20 premières années de son existence, la RDA n'a pas pu établir de relations diplomatiques avec des pays autres que les 13 États du bloc communiste, en raison de la doctrine Hallstein, du nom de Walter Hallstein, homme politique et universitaire ouest-allemand. En effet, elle empêchait les autres pays d'établir des relations diplomatiques avec la RDA et refusait d'entretenir des relations diplomatiques avec tout État qui la reconnaissait. La RFA exerçait également une énorme pression sur tous les États qui envisageaient d'établir des relations diplomatiques ou commerciales avec la RDA. L'Égypte fut le premier pays non socialiste à reconnaître la RDA en 1965. La RDA ne disposait d'aucune matière première à part le lignite, le potassium et l'uranium. Elle dépendait donc d'importations sans matière première. Il était impossible de créer une industrie manufacturière et de développer son économie. La République fédérale a instauré un embargo sur les exportations d'acier en 1950 et une interdiction totale du commerce intra-allemand en 1951, y compris du charbon anthracite dont la RDA dépendait énormément. Ce ne sont là que quelques-unes des méthodes utilisées pour empêcher le développement de la RDA. Après la guerre, la RDA avait une politique de coexistence pacifique et d'antimilitarisme. Même les jouets militaires ont été interdits et les jeunes ont été éduqués pour œuvrer pour la paix dans le monde. L'Union soviétique a régulièrement demandé la signature d'un traité de paix avec la République fédérale, mais le chancelier Adenauer a repoussé cette demande. Un tel traité de paix n'a jamais été signé et la RFA n'a jamais officiellement reconnu la frontière d'Oderneis d'après-guerre entre l'Allemagne et la Pologne. Lorsque le gouvernement ouest-allemand, en collaboration avec les États-Unis, a clairement décidé de se remilitariser et de rejoindre l'OTAN, la RDA et l'Union soviétique ont changé leur politique recherche d'un accord de paix permanent après la guerre. Le 12 novembre 1955, la RFA a créé la Bundeswehr, les forces armées ouest-allemandes, et a réintroduit le service militaire obligatoire et universel en 1956. La RDA s'est sentie obligée de réagir et a créé la Volksarmee, armée populaire de la RDA, le 1er mars 1956. L'un des plus grands achèvements de la RDA a été la construction d'une société plus égalitaire et juste. L'Allemagne d'avant-guerre, comme toutes les sociétés occidentales, était caractérisée par des privilèges de classe. Les échelons supérieurs du gouvernement, la diplomatie, la médecine, la justice et le monde universitaire étaient dominés par les classes supérieures et moyennes. Les femmes étaient en grande partie confinées à leur rôle traditionnel de domestique et mal payé. La RDA a donc immédiatement commencé à introduire une série de mesures pour contrer ce privilège de classe et de genre et a commencé donc à augmenter les perspectives d'éducation et de carrière des enfants de la classe ouvrière.
Cela a été un grand succès et la RDA est devenue l'une des sociétés les plus égalitaires d'Europe. L'égalité totale des sexes et l'égalité des salaires étaient inscrites dans la législation. Les écarts de salaire entre les différents groupes d'employés étaient minimes, de sorte que même les cadres supérieurs et les ministres du gouvernement n'étaient pas riches selon les critères occidentaux, bien qu'ils aient bénéficié d'une existence plus privilégiée et d'un salaire plus élevé que leurs femmes de ménage. Les écarts de salaire moyens en RDA étaient de 1 pour 3, alors qu'en République fédérale, ils étaient de 1 pour 20. Même en termes de logement, les différences économiques et de classe n'ont joué qu'un rôle mineur. Toutes les zones résidentielles abritaient un mélange de professionnels et de classes ouvrières. Cette absence de grands écarts de richesse, de privilèges de classe et de ghettoisation a permis de créer une société beaucoup plus cohésive et équilibrée, dépourvue du type de tension que nous trouvons beaucoup en Occident. Sans aucun doute, en RDA, une distribution plus égalitaire des richesses a rendu la société plus saine. Pour certains, bien sûr, un tel égalitarisme n'était pas acceptable. Et l'attrait des salaires plus élevés et des opportunités commerciales en Occident restait très fort. À mesure que la RDA devenait plus établie et acceptée comme une entité distincte, un État souverain et une force économique complètement à part, ses citoyens ont également développé une nouvelle confiance en soi, due en grande partie à la stabilité sociale garantie et au sentiment de sécurité. Ils étaient très conscients de leur rôle indispensable dans toute la structure sociale. Ils avaient garanti la sécurité de l'emploi, des logements, un loyer réglementé, un service de santé gratuit et d'autres services gratuits. Tout en se débarrassant des peurs existentielles que sont les 3 questions, avoir de quoi manger, de quoi se loger et un emploi assuré, elle a en même temps libéré des énergies et des aspirations sociales qui dépassaient les besoins les plus fondamentaux de la vie. Précisément parce que l'insécurité qui menace la vie, le lieu de travail et la société avait largement été éliminée, les gens sont devenus suffisamment détendus pour entreprendre des expérimentations à un niveau personnel en se livrant dans une pensée non traditionnelle et en adoptant des manières plus ouvertes et spontanées de vie. Dans les écoles, les meilleurs élèves aidaient les moins capables et dans les classes, les réalisations collectives de toute la classe étaient considérées comme tout aussi importantes que la réussite personnelle. Dans les usines, les systèmes de brigades où des équipes contribuaient à faire naître l'idée de coopération et de mieux travailler ensemble, toutes sortes d'excursions étaient organisées afin de créer un esprit de camaraderie entre les travailleurs. Les brigades de travailleurs socialisaient en dehors du lieu de travail et célébraient les réussites communes lors de réunions sociales dans des locaux, des restaurants, des sorties en groupe au théâtre, des expositions, des événements sportifs, etc., etc. La majorité des gens ont été encouragés à penser et à se comporter en termes de promouvoir le bien de la société et pas seulement leur propre individu, leur propre avancement ou leur propre richesse. Cette approche favorise une société plus unie, avec une forte cohésion sociale, sans les pressions de consommation ciblant enfants, jeunes ou femmes, contrairement aux sociétés capitalistes où la segmentation du marché mène à des divisions sociales. La société de la RDA encourageait donc une solidarité communautaire. Alors que dans les sociétés dominées par le libre marché comme en Occident, on constate un effondrement des communautés et un renforcement des peurs, de la criminalité, du chômage et de l'isolement, l'éthique sociale en RDA et la responsabilité collective ont limité les comportements antisociaux ainsi que les graves délits. Les femmes, par exemple, étaient beaucoup moins souvent victimes de harcèlement sexuel. L'absence de publicité de masse et de sexualisation et idéalisation massive des femmes par rapport à l'Occident contribuait à atténuer les pressions psychologiques. Les enfants étaient généralement considérés comme la responsabilité de tous. Il était courant de voir des rangées de poussettes devant des magasins avec des bébés endormis. Si l'un d'eux se réveillait pendant que ses parents faisaient leurs courses, les passants interagissaient souvent avec les enfants pour le calmer, jusqu'au retour des parents. Le personnel qualifié dans les écoles et les crèches garantissait que les enfants recevaient de bons soins et étaient stimulés sur le plan éducatif. Les voisins prenaient également un intérêt pour le bien-être des enfants, ce qui limitait le cas d'abus, d'abandon, de délinquance ou de graves problèmes de santé mentale liés à un manque de soins. Ce fort sentiment de communauté était très présent en RDA. Les gens ne faisaient pas que vivre côte à côte, ils interagissaient les uns avec les autres. Les Allemands de l'Est et de l'Ouest avaient tendance à vivre dans les immeubles plutôt que dans les maisons individuelles. En RDA, la majorité des appartements
appartenaient aux collectivités ou à des coopératives. La mixité sociale dans les immeubles était différente de celle que l'on trouvait au Royaume-Uni ou dans l'Allemagne actuelle. Les universitaires vivaient à côté des artisans, les enseignants à côté des conducteurs de train, les fonctionnaires à côté des employés de magasins. Vivre en appartement n'était donc pas perçu comme un choix secondaire. C'était le mode d'habitation typique et chacun veillait à rendre son immeuble et ses environs agréables. Les locataires étaient responsables du nettoyage des espaces communs, couloirs, escaliers, salles de séchage et de lavage au sous-sol et autres zones communes. Ils s'occupaient aussi des espaces extérieurs tels que les pelouses, les arbustes et les massifs de fleurs. En hiver, ils déblayaient la neige devant leurs immeubles. Ce travail était partagé et les locataires se relayaient selon un planning pour organiser ces tâches et gérer les fonds versés par la collectivité pour l'entretien des espaces communs. Des Hausgemeinschaften, désolé pour la prononciation, donc en français association de résidents dans chaque immeuble, étaient formées. La taille de ces associations variait selon le nombre d'appartements. Certaines associations étaient très actives, organisant des sorties au théâtre ou des fêtes, tandis que d'autres se limitaient au strict minimum. Tout dépendait des résidents, sans pression extérieure. Les fonds pour l'entretien des espaces publics provenaient également du recyclage, en complément des paiements effectués par les autorités locales. Car oui, le recyclage était une grande affaire en RDA. Déjà dans les années 1950, il y avait un recyclage régulier des bouteilles, des pots et du papier. À l'époque, ce n'était pas tellement pour des raisons environnementales, mais plutôt en raison de la rareté des matières premières, et il était donc urgent d'utiliser au mieux les ressources disponibles. Cependant, l'habitude du recyclage s'est maintenue, et plus tard, lorsque les préoccupations en matière d'environnement sont devenues plus centrales, le nombre d'éléments pouvant être recyclés a été élargi. Par exemple, le plastique et les piles étaient déjà recyclés dans les années 80. Le recyclage était facile en RDA, car il y avait de nombreuses petites stations de recyclage locales à distance de marche, et les gens étaient remboursés pour les articles recyclés. Pour ces deux raisons, cela a fonctionné assez bien. Tout le monde recyclait, y compris les enfants, encouragés à l'école et par les organisations de jeunes pionniers. Tandis que certaines bouteilles et papiers étaient utilisées pour gagner de l'argent supplémentaire pour eux-mêmes, d'autres l'ont fait pour récolter de l'argent pour un projet en particulier. Les associations de résidents d'un immeuble décidaient comment utiliser l'argent qui avait été accumulé dans leurs fonds au cours de l'année. Certains ont créé une salle de loisirs avec des outils de bricolage, certains avec un espace de rangement spécial pour vélo, ou même une salle de fête qui pouvait être utilisée par tous les locataires. D'autres associations ont versé à chaque locataire un pourcentage de l'argent à la fin de l'année. L'utilisation de l'argent était décidée de manière démocratique au sein de l'association. Travailler ensemble pour le bien de la communauté et organiser des fêtes permettait aux locataires de mieux se connaître, renforçant ainsi les liens de soutien mutuel en cas de besoin. En RDA, l'émancipation des femmes s'enracinait dans la lutte politique du XIXe siècle, menée par des figures comme Auguste Bebel ou Clara Zetkin, qui liaient la libération des femmes à la fin de l'exploitation et à l'établissement du socialisme. La constitution de la RDA de 1949 proclamait clairement « Les hommes et les femmes sont égaux ». En 1950, une loi a été introduite pour garantir le droit des femmes et protéger les mères en soulignant que le mariage ne devait pas diminuer les droits des femmes. Cette loi interdisait le licenciement pour cause de grossesse et encourageait la participation des femmes dans divers secteurs de la société, y compris le travail créatif, la politique et la culture. Quelque chose d'intéressant à noter ici, c'est que dans beaucoup de pays de l'Est, et en général chez les communistes, on ne retrouve pas spécialement de référence au féminisme. En général, les communistes ne considéraient pas vraiment la libération des femmes comme étant une sorte d'idéologie à part entière, quelque chose qu'il faut rajouter en plus, un critère, une case à cocher. Cela faisait partie intégrante de la lutte communiste. La destruction de toute classe sociale passait forcément par l'effacement des inégalités entre les sexes. Ce qui contraste avec les organisations féministes que l'on connaît aujourd'hui, bien plus modernes, qui sont surtout des organisations qui vont plus avoir tendance à se diriger vers une sorte de dérive libérale, qui ne remettent absolument pas en question les bases de l'exploitation que subissent les femmes, qui sont intrinsèquement liées au système capitaliste. Revenons à la RDA donc. De manière significative, la loi garantissait que les mères célibataires jouissaient des mêmes droits que les mères mariées, ce qui contrastait fortement avec les pays comme la République d'Irlande, où les mères célibataires subissaient des discriminations jusqu'aux années 90 sous l'influence de l'Église catholique.
La loi en RDA prévoyait également la création de centres médicaux pour les enfants et de places en crèche et jardins d'enfance. En conséquence, les femmes en RDA jouissaient d'une indépendance économique, d'une grande confiance en elles et de possibilités de carrière variées, ce qui les distinguait nettement de leurs homologues occidentaux. D'autres avancées ont été réalisées avec une loi de 1965, initiée par Hilde Benjamin, la première femme secrétaire d'État à la justice, qui permettait aux femmes de développer leur propre parcours professionnel grâce à la formation et à la qualification. Le développement professionnel des femmes en RDA a été soutenu par un système d'accompagnement généreux pour celles cherchant à obtenir des qualifications, des programmes spécifiques pour l'avancement des femmes, qui ont aussi été développés, ainsi que des programmes d'études spéciaux, introduits dans les collèges techniques et les universités de l'ensemble de la RDA. Il existait également des cours permettant de combiner travail et études avec 3 jours de travail par semaine et 2 jours d'études, tout en garantissant 90% du salaire. Le soutien à la garde d'enfants s'est amélioré de manière constante dès 1961. Une législation sur l'emploi a été introduite pour améliorer le soutien de la garde d'enfants pour les mères et les pères célibataires lorsque leurs enfants étaient malades et a introduit le concept d'une année de bébé, une année de congé. Au début, cela n'était pas rémunéré, à l'exception du congé de maternité payé à 90% du salaire pendant 14 semaines, mais il incluait une garantie du retour à l'emploi. L'année 1972 a marqué une étape importante pour l'émancipation des femmes en RDA. L'avortement a été légalisé et la contraception gratuite est devenue accessible à toutes les femmes de plus de 16 ans. Le congé de maternité payé à 90% du salaire a été prolongé de 14 à 18 semaines et ce chiffre a été porté à 26 semaines en 1976. De plus, une allocation de 1000 marks plus qu'un mois de salaire moyen a été introduite à la naissance d'un enfant pour soutenir les parents. Les jeunes couples de moins de 26 ans pouvaient également bénéficier de prêts sans intérêt de 5000 marks. En 1976, le droit à une année complète de congé payé après la naissance du deuxième enfant a été introduite. À partir de 1980, l'année de bébé était rémunérée pour chaque enfant et pouvait être partagée entre la mère et le père. Une clause de non-licenciement pour les mères célibataires a également été instaurée. Les parents recevaient leur plein salaire jusqu'à 4 semaines par an pour s'occuper d'un enfant malade, ce qui soulageait la pression sur les parents et évitait de renvoyer les enfants en crèche avant leur rétablissement complet afin d'assurer un revenu stable. Travailler était normal pour les femmes en RDA. Cela apportait indépendance économique, confiance en soi et sentiment d'appartenance à la société, et pas seulement à la famille. Les femmes ne participaient pas seulement au processus économique, elles étaient bien qualifiées. 80% des femmes actives avaient une qualification pour leur travail et occupaient des carrières dans tous les domaines, pas seulement dans les métiers traditionnels féminins. Elles se sentaient également plus libérées car la séparation et le divorce étaient relativement faciles, d'autant plus qu'ils n'impliquaient que très rarement des partages des biens. Les partenariats sans mariage formel étaient également courants, grâce à l'absence de préoccupations financières liées à l'éducation et à la garde des enfants. Le taux de natalité en RDA était sain, contrairement à la République fédérale, où il est rapidement tombé au-dessous du taux de remplacement de la population. La plupart des jeunes femmes en RDA choisissaient d'avoir des enfants tout en travaillant. Et pour continuer sur cette lancée, après seulement 20 ans d'existence, 34% des juges en RDA étaient des femmes, contre 6% en République fédérale d'Allemagne, et en 1988, ce chiffre était passé à plus de 50%, un tiers des femmes occupaient des professions techniques. De plus, les femmes occupaient le poste de maire dans 1172 villes et villages sur 9021 en RDA, alors qu'en RFA, il n'y a que 12 femmes maires sur un total de 14 869. Bien que les chiffres relatifs à la participation des femmes dans la société et sur le marché du travail en RDA soient impressionnantes, selon n'importe quelle norme, il faut admettre que dans les plus hautes sphères de la société, c'est-à-dire dans la hiérarchie du parti, au gouvernement et à la direction des grandes usines, la représentation des femmes était presque aussi insatisfaisante que de nombreux pays occidentaux à l'époque. Un autre aspect de la vie en RDA, qui a eu un impact particulièrement positif sur les femmes, est leur estime de soi. Mais ce qui est souvent négligé, c'est l'absence de publicité de masse. Les cyniques pourraient dire que le pays n'avait pas de publicité parce qu'il n'y avait pas de biens de consommation dignes d'être annoncés. Alors bien qu'il soit vrai qu'il n'y avait pas une abondance de produits nécessitant une publicité pour se vendre,
il y avait aussi une volonté consciente de ne pas encourager le consumérisme. Cela signifiait bien sûr que les femmes n'étaient pas constamment confrontées à des modèles inaccessibles en termes de beauté physique ou de possession, et que leur sexualité n'était pas exploitée pour promouvoir des ventes. Au lieu de la multitude de magazines féminins empilés sur des étagères de marchands de journaux en Occident, avec leurs conseils de mode, de cosmétiques et de recettes de cuisine, les lectrices en RDA étaient traitées comme des êtres intelligents et indépendants avec un large éventail d'intérêts. Le magazine féminin le plus lu, Furdish, était un tirage de près d'1 million d'exemplaires. Non seulement toutes les journalistes qui y travaillaient, y compris la rédactrice en chef, étaient des femmes, mais les articles mettaient en lumière les femmes du présent et du passé, s'agisse de femmes au travail, d'artistes ou de sportives. Les femmes en RDA pouvaient ainsi naviguer dans la société en tant qu'individus sur un pied d'égalité avec les hommes, sans subir la pression de se conformer à une quelconque fantaisie d'annonceurs sur la femme idéale. La RDA possédait l'un des meilleurs systèmes de garde d'enfants au monde. Avec des structures de crèche pour les bébés jusqu'à 3 ans, des maternelles pour les enfants de 3 à 6 ans et des centres d'accueil périscolaire pour les enfants de l'école primaire. Ce système complet a permis aux femmes de poursuivre des carrières professionnelles, expliquant pourquoi 91% des femmes en âge de procréer choisissaient d'avoir des enfants. Les crèches et les maternelles étaient gérées par des professionnels formés, ce qui, comme d'habitude avec tout ce qu'on dit depuis le début de ce documentaire, contraste énormément avec ce que nous constatons chez nous. L'exemple très connu du Japon ou de Séoul avec un taux de natalité ridiculement bas, justement parce que c'est tellement difficile de pouvoir éduquer un enfant financièrement que la plupart des gens ne le font pas. 경제적으로 힘드니까 뭐 이렇게 남자 혼자서 벌어서는 안 되고 같이 벌어야 되는데 또 그러려고 하지는 않고 하다 보니까 애 안 낳는 쪽으로. 왜냐면 애를 낳아도 그 애들 키우고 이러려면 교육 돈이 우선은 많이 들어가거든요. 더군다나 대학교까지 졸업시키려면 뭐 몇 억씩 나오는데 그런 돈을 들어가면서 애를 키우려고 안 하니까. En 1989, toute personne souhaitant une place en crèche pouvait en obtenir une dans sa communauté ou sur son lieu de travail. Les crèches couvraient 80% des besoins pour les bébés et les tout-petits. La garde des enfants était pratiquement gratuite, les parents ne payant qu'une petite contribution pour la nourriture. Les écoles primaires restaient ouvertes l'après-midi pour offrir un environnement sécurisé aux enfants qui pouvaient y faire leurs devoirs et jouer jusqu'au retour de leurs parents. Les repas étaient également fournis dans les écoles et les crèches. Pendant les vacances, des activités supervisées étaient organisées pour les enfants dans les écoles et les centres de jeunes pionniers. Cette infrastructure a été un pilier de l'émancipation réelle permettant aux femmes de concilier vie professionnelle et vie de famille, comme en témoignent les observations positives d'un journaliste ouest-allemand qui, en 1971, a loué la formation professionnelle et l'indépendance des femmes en RDA. La direction de la République démocratique allemande a fait de grands efforts pour impliquer les jeunes dans le développement de l'État socialiste. L'objectif était de cultiver une génération libérée de l'idéologie nazie du passé en inculquant des valeurs socialistes et une loyauté envers l'État à travers un système éducatif révisé. Compte tenu du besoin de main-d'œuvre qualifiée de la RDA, ces efforts visaient également à combler les pénuries, offrant aux jeunes de nombreuses opportunités au sein des limites de la RDA. L'éducation était gratuite et divers centres de jeunesse ainsi que des installations sportives étaient disponibles sans coût. La discrimination fondée sur le sexe a été activement éliminée dans les écoles, les universités et les domaines professionnels. Les filles étaient particulièrement encouragées à poursuivre des études supérieures et des carrières dans des domaines traditionnellement dominés par les hommes, comme les mathématiques, l'ingénierie ou les sciences naturelles. Les jeunes qui ne poursuivaient pas d'études supérieures se voyaient garantir des possibilités d'apprentissage. Les écoles de formation professionnelle proposaient des cours de 3 ans où les étudiants pouvaient apprendre un métier tout en recevant un soutien financier. L'innovation chez les jeunes était encouragée à travers des initiatives comme la messe des maîtres de demain, MMM, qui favorisait la créativité dans le domaine de la technologie et des sciences. À partir des niveaux locaux, les meilleures idées progressaient vers les expositions régionales,
culminant dans une présentation à Leipzig, par exemple en 1982. Une équipe a développé un concept de véhicule au gaz méthane qui a ensuite été mis en œuvre dans l'industrie. L'implication des jeunes était en outre facilitée par des organisations comme les Jeunes Pionniers, âgés de 6 à 13 ans, et la Jeunesse Libre Allemande, ou FDJ, âgés de 14 à 26 ans. Les principes des Jeunes Pionniers mettaient l'accent sur l'amour de la famille et du pays, le travail acharné, l'entraide et l'engagement dans les sports et les activités culturelles. C'était globalement les scouts de l'Allemagne de l'Est. Ils participaient souvent à des projets communautaires, notamment l'entretien des espaces publics et les efforts de conservation de l'environnement. Ces activités visaient à inculquer aux enfants un sens des responsabilités et de la conscience communautaire. Le FDJ jouait un rôle plus ouvertement politique, en se concentrant sur l'éducation antifasciste et la promotion des principes marxistes. Malgré les critiques qui le comparaient à la jeunesse hitlérienne, les objectifs déclarés du FDJ incluaient la promotion des valeurs humanistes, de la solidarité internationale et de la responsabilité sociale. Il offrait aux jeunes l'opportunité d'apprendre à parler en public, à organiser des événements et à participer à des échanges culturels, ainsi qu'à des festivals internationaux. Le FDJ participait également à des projets d'aide internationale comme ceux au Nicaragua, au Mozambique et en Angola, et était impliqué dans des initiatives majeures comme la construction d'un gazoduc à travers l'Union soviétique. À travers ces programmes étendus, la RDA visait à créer une population jeune cohésive et orientée vers le socialisme, contribuant activement à leur communauté, ainsi qu'aux objectifs plus larges de l'État. Malgré l'accent mis sur la contribution des jeunes à la société, la RDA n'a pas échappé à la tendance générale selon laquelle les jeunes, par nature, sont souvent rebelles, prêts à se soulever contre les contraintes et restrictions et à rejeter les perceptions des adultes sur la manière dont le monde devrait fonctionner. Bien que le parti ait réussi à rallier un grand nombre des jeunes à sa cause, il y avait aussi un nombre considérable de jeunes, surtout dans les dernières années, qui se sentaient à l'étroit et rejetaient de plus en plus le rôle central et contrôlant du parti, exigeant davantage de démocratie et de liberté. L'organisation des pionniers a été dissoute juste avant la réunification et le FDJ a perdu de nombreux membres, en grande partie parce qu'il était encore une organisation interdite en Allemagne de l'Ouest. Dès 1951, le FDJ avait été déclaré illégal en Allemagne de l'Ouest car, en appelant à l'arrêt du réarmement du pays, elle était jugée comme subversive pour la Constitution. Avec la destruction de la base économique de la RDA après la réunification, une énorme perte d'emplois s'en est suivie et de nombreux centres de jeunesse et clubs sportifs ont été fermés ou privatisés. En conséquence, beaucoup de jeunes se sont sentis abandonnés et désorientés. La chute soudaine du système avec lequel ils avaient grandi et le discrédit jeté sur tout ce qu'ils représentaient ont laissé de nombreux jeunes dans l'incertitude. Il n'est donc pas surprenant que de nombreux jeunes de l'ex-RDA aient été attirés par des groupes d'extrême droite, offrant des réponses simples, séduisantes à leur frustration. Ce phénomène a été exacerbé par l'augmentation du chômage et le manque de perspectives dans l'Allemagne unifiée, qui ont créé un terreau fertile pour l'insatisfaction et la radicalisation. En RDA, les écarts de salaire étaient minimes, et les bénéfices générés par le travail des citoyens étaient versés dans un pot social utilisé pour améliorer la vie de tous. Cela incluait des subventions pour des produits alimentaires, des vêtements pour les enfants et des loyers à bas prix. Les transports publics étaient très abordables et les billets pour les événements culturels, sportifs et de loisirs étaient également subventionnés. Les jeunes mariés de moins de 26 ans recevaient un prêt sans intérêt pour s'installer et à la naissance de chaque enfant, les parents recevaient l'équivalent d'un mois de salaire pour couvrir les dépenses essentielles. Cette idée de salaire social renforçait l'égalité sociale et réduisait les privilèges de classe. Cependant, le maintien de ces subventions, malgré la hausse des coûts des matières premières et des salaires, posait des défis économiques croissants. En matière de logement, la majorité des citoyens vivaient dans des logements locatifs à des loyers contrôlés, représentant généralement seulement 5% de leurs revenus. Les RDA avaient mis en place un vaste programme de reconstruction de logements, incluant des préfabriqués pour répondre à la pénurie créée par la Seconde Guerre mondiale. Ces complexes de logements étaient intégrés dans des plans urbains, incluant des écoles, des crèches, des installations sportives, des polytechniques ainsi que des magasins et des restaurants, facilitant ainsi la vie communautaire et réduisant les besoins de transport.
les taux d'intérêt pour les prêts immobiliers étaient très bas et les expulsions de logements étaient interdites, garantissant la sécurité du logement pour tous. Encore une fois, je me répète, je pense qu'on peut dire ça pour absolument tout ce qu'il y avait en RDA, ça contraste énormément avec ce qu'il y a chez nous. Encore une fois, prenons l'exemple de la Corée du Sud ou du Japon. Bon, en vrai, j'avoue que c'est un peu de la mauvaise foi de à chaque fois prendre les pires dystopies cyberpunk pour montrer à quel point le capitalisme ne marche pas, mais c'est quand même l'un des bons exemples de problèmes de logement, ou alors plus simplement les États-Unis qui ont quand même un sacré problème au niveau du logement, ou les ghettos urbains au Brésil, ou en Amérique du Sud plus largement, hein, avec toutes les favelas où les gens sont entassés. Globalement en Asie, même en Chine, qui est censé sur le papier être socialiste, trouver un appart à Shanghai c'est impossible. Et bien à Berlin, vous pouviez avoir un appartement à des prix extrêmement réduits, voilà, 5% de votre revenu, c'est quasiment rien. En RDA, le travail volontaire jouait un rôle essentiel dans le fonctionnement de la société, surtout à l'échelle locale, ou dans les lieux de travail. Près de 56 000 clubs couvraient divers intérêts, étaient gérés par des bénévoles, les fonctions volontaires étaient considérées comme un travail social ou politique, valorisant les capacités des individus. Les personnes engagées dans les tâches bénévoles pouvaient même être libérées de leurs obligations professionnelles sans perte de salaire. L'Arbeiter- und Belohnungsamt, l'ABI, était un organe de contrôle démocratique formé par des travailleurs et des employés élus pour inspecter les usines et les institutions administratives afin de combattre la bureaucratie, le gaspillage et les abus de pouvoir. Les inspections souvent inopinées visaient à améliorer les conditions de travail et à suggérer des améliorations. Le Volkssolidaritat, fondé en 1945, initialement pour répondre aux besoins de survie dans un pays dévasté par la guerre, s'est ensuite concentré sur l'amélioration de la qualité de vie des personnes âgées et des personnes handicapées, avec plus de 2 millions de membres et 200 000 bénévoles dans les années 80. Elle organisait des événements sociaux et culturels, fournissait des repas et de l'aide à domicile aux personnes dans le besoin. Les Elternatives, comités de parents, jouaient un rôle dans chaque école en soutenant les élèves pour atteindre leurs objectifs éducatifs et en servant de lien entre les enseignants et les familles. Ils organisaient des sorties, des activités sportives et culturelles et proposaient des conseils sur l'orientation professionnelle. Les parents membres de ces comités pouvaient prendre congé de leur travail pour participer à ces initiatives. Les Verkehrssicherheit Aktiv, en français groupe d'initiative pour la sécurité routière, étaient mis en place dans les entreprises utilisant des véhicules. Ils réalisaient des contrôles de sécurité, des véhicules de test d'alcoolémie et organisaient des formations régulières en sécurité routière. Ces actions contribuaient à maintenir des niveaux élevés de sécurité sur les routes et à sensibiliser le public aux dangers de trafic routier. Ces initiatives volontaires renforçaient la cohésion sociale et en promouvant la solidarité et en donnant aux gens un sentiment d'appartenance, elles faisaient en sorte que les individus se sentent valorisés et intégrés au système, jouant encore une fois un rôle essentiel dans le bien-être collectif. Donc vous voyez bien, hein, on n'a pas fini, mais depuis tout à l'heure, souvent lorsque vous allez regarder des choses sur la RDA, on va dire vite fait peut-être une phrase que oui, on essayait de socialiser les gens. Mais tout ce qu'on dit là, en fait, c'est ça, c'est juste cette phrase, on essaie de socialiser les gens. Mais ça veut dire plein de choses. C'est énorme. Essayer de créer cet esprit collectif, essayer de créer cette solidarité, cet esprit de camaraderie, ça passe par toutes ces choses-là. Après la Seconde Guerre mondiale, la RDA a mis en place une dénazification rigoureuse des enseignants pour éliminer l'influence nazie dans l'éducation. En revanche, comme d'habitude, en RFA, beaucoup d'anciens nazis ont été réintégrés dans le système éducatif. Décidément, l'appellation mur antifasciste ne vient pas de nulle part. La RDA a également réorganisé le système éducatif pour éradiquer les privilèges d'accès des élites et la discrimination de classe et de genre. Un système scolaire pleinement intégré a été introduit avec un programme national uniforme garantissant des standards éducatifs cohérents dans toutes les écoles, qu'elles soient urbaines ou rurales. Les écoles privées ont été abolies et toutes les classes, tant primaires que secondaires, comptaient moins de 30 élèves, histoire de ne pas surcharger les profs. Tous les enfants suivaient 10 ans de scolarité obligatoire avec des possibilités de poursuivre des études supérieures ou une formation professionnelle par le biais d'apprentissage. Ceux qui ne réussissaient pas les qualifications académiques requises pouvaient accéder à l'éducation pour adultes qui était facilement accessible tout au long de la vie professionnelle.
Des écoles spécialisées ont été créées pour les élèves talentueux, notamment en mathématiques, sciences, langues étrangères, musique et sport. Ces écoles exigeaient de bonnes performances académiques et des compétences démontrées. La musique par exemple était encouragée avec des écoles spéciales et des cours parascolaires. Les manuels scolaires étaient gratuits ou fortement subventionnés. Des formes de discrimination positive, comme on appelle ça aujourd'hui, ont été introduites pour les enfants de travailleurs de la classe ouvrière, ainsi qu'à ceux des exploitants agricoles, leur donnant des avantages pour l'entrée à l'université. Le système éducatif de la RDA visait à éliminer les discriminations traditionnelles basées sur le sexe dans les écoles, les universités et les professions. Les étudiantes étaient encouragées à poursuivre les qualifications élevées dans les domaines traditionnellement masculins. Tous les étudiants universitaires recevaient des bourses et des logements subventionnés, les incitant à prendre leurs études au sérieux. Malgré ses succès et sa reconnaissance internationale, le système éducatif de la RDA a été aboli après la réunification, comme à peu près tout ce qu'il y avait en RDA en fait. Et le système discriminatoire à 3 niveaux de la RFA a été imposé. Ironiquement, des années après la réunification, des éducateurs allemands se sont tournés vers la Finlande pour apprendre des méthodes éducatives inspirées du système de la RDA. Comme quoi. L'une des principales innovations du système scolaire de la RDA a été l'introduction de l'éducation polytechnique en 1958, en même temps d'un système scolaire global. Ce concept visait à intégrer les écoles dans le tissu social et le monde du travail, en surmontant la vision limitée de l'éducation comme simple travail intellectuel. Inspiré par les discussions du mouvement ouvrier du 19e siècle et les théories des pédagogues progressistes de la République de Weimar, cette approche prônait un lien entre l'éducation et la production maternelle. Dès la crèche, les enfants étaient exposés au monde du travail en observant le travail des cuisiniers ou des gardiens. De 6 à 10 ans, ils participaient à des programmes de jardinage, apprenant à semer des graines et à utiliser des outils de jardin. De 6 à 12 ans, ils avaient des leçons de travaux manuels, utilisant des matériaux comme le papier, le bois et le plastique. À partir de 13 ans, les cours polytechniques devenaient plus intenses, avec une journée par semaine consacrée au travail pratique dans des entreprises locales. Les élèves apprenaient les techniques de production, le génie mécanique, l'électronique et l'automatisation des processus de production, complétés par des cours de dessin technique. Les jeunes de 13 à 14 ans recevaient une formation en travail des métaux, tandis que ceux de 15 à 16 ans participaient directement au processus de production. Les 17 et 18 ans travaillaient en équipe plus large lors de stages pratiques. Ce système donnait aux jeunes une véritable compréhension de la vie professionnelle, leur permettant de voir comment les nécessités de la vie étaient produites et de développer le respect pour les travailleurs manuels et leur contribution à la société. Il mettait l'accent sur un savoir général, large, incluant les mathématiques, les sciences, l'économie, les arts et surtout un lien essentiel entre la théorie et la pratique, comme le dirait ce bon vieux Lénine. Ce lien renforçait ainsi les relations sociales entre les écoles, les lieux de travail, les travailleurs, les étudiants et les enseignants, s'étendant souvent aux sphères sociales et culturelles. L'éducation polytechnique avec ses principes théoriques, ses implications économiques et son enseignement pratique était unique au système éducatif de la RDA. Bien qu'elle ait été admirée par certains pédagogues en Occident, elle n'a jamais été introduite et elle a même été abolie après la réunification, remplacée par une simple expérience professionnelle de 3 semaines pour les élèves du secondaire.